être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque recette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend? Pour être heureux, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? D'abord, bonsoir. Merci d'être là. Je me demande moi-même ce que je fais sur une scène de théâtre, franchement, parce que ce n'est pas du tout mon métier. Je suis chef d'entreprise, j'écris des essais, et c'est Daniel Benoît qui a insisté, qui m'a proposé cette carte blanche. Il me fait faire des facéties, comme celle de chanter, par exemple. Je crois qu'il en a prévu d'autres, et je dis tout de suite que je n'y suis pour rien. Il en a l'entière responsabilité. Donc quand il m'a dit... Je te propose de monter sur les planches et de faire une carte blanche de théâtre. Je lui ai dit, mais Daniel, je suis fait pour ça, comme être ballerine à l'opéra. Et là, j'ai vu que tout à coup, une idée lumineuse dans son cerveau surgissait, et j'ai vu le moment où il allait me proposer de me présenter à vous en tutu. Heureusement, vous avez échappé à ça. Et ensuite, il m'a dit, de quoi tu veux parler? Et je lui ai dit, je voudrais que le titre de cette soirée, de cet échange, ce soit qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et là, j'ai senti qu'il craquait. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai invité ce fada? Il n'est pas du tout conscient de ce qui se passe dans ce pays. Il voit pas. C'était avant les événements de ces derniers jours, la mort de ce jeune homme, les émeutes. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe dans ce pays. Tu ne vois pas le niveau de rancœur, de division, d'hostilité, de relations difficilement réconciliables entre les uns et les autres. Et toi, tu vas venir et comme ça, tu vas nous faire chanter, ou tu vas chanter Ray Ventura ou les Turtles. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you. Donc Denis, tu es hors sol. Par exemple, sais-tu que, me disait-il, que le taux d'homicide en France, qui avait régulièrement baissé depuis un siècle, s'est remis à augmenter depuis 4 ans. Et donc toi, tu nous parles de qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. T'es hors sol, t'es complètement déconnecté. Non, lui ai-je dit, je ne crois pas. Je ne crois pas que je suis déconnecté. Je crois que ce qui nous sépare de la situation actuelle, d'une situation dans laquelle on serait réconcilié avec nous-mêmes et dans laquelle on serait heureux, n'est pas si énorme. Et c'est ça dont je voudrais parler. Donc moi, je vais être très sérieux, et Daniel, par l'écran, va faire des bêtises. Je vais partir d'une formule d'un jeune écrivain qui s'appelle Sylvain Tesson, qui a dit « La France est ce paradis dont les habitants ont le sentiment qu'ils vivent en enfer ». Et c'est vrai que l'enfer, c'est quoi? On l'a vu ces dernières années. Une année, on a la crise des Gilets jaunes. Ensuite, on a 17 manifestations et des millions de gens dans la rue pour les retraites. Là, ces derniers jours, on a une crise dans les banlieues et même dans les villes. Donc ça, c'est le côté enfer. Mais d'un autre côté, quand on examine objectivement la situation de la France, et je sais bien que objectivement, c'est très difficile à entendre, mais objectivement, c'est qu'on est probablement le pays qui a la protection sociale la meilleure du monde. Notre système de retraite, même après la réforme, est sans doute le système de retraite le plus généreux du monde. Notre système d'assurance chômage, même après la réforme récente, est le système d'assurance chômage le plus généreux du monde. Notre système de couverture du risque pauvreté, de l'indigence, le RSA, le minimum vieillesse et les autres prestations, qui font d'ailleurs qu'on a l'un des taux de pauvreté les plus faibles du monde, ce système est sans doute parmi les meilleurs du monde. Peut-être pas le meilleur, mais parmi les meilleurs.
Notre assurance maladie est phénoménale en vérité. Il suffit d'avoir été malade une seule fois dans un pays étranger pour comprendre à quel point on a un système extraordinairement efficace et protecteur. On a une école gratuite, je pourrais continuer. Donc, protection sociale absolument remarquable. Système de redistribution des revenus entre les prélèvements, les impôts d'un côté et les prestations de l'autre, parmi les plus puissants du monde. On est le premier pays au monde pour ses dépenses publiques. On est sur les 3 premières marches du podium pour nos impôts. Donc on a un système de redistribution, de réduction des inégalités. Et d'ailleurs, on est l'un des pays dont le niveau d'inégalité est le plus faible du monde. Mais nos règles institutionnelles, la liberté de la presse, l'indépendance de la magistrature, le fait des liens de représentants, on est classé, je crois, dans les 20 premières démocraties du monde par différents systèmes de classements mondiaux absolument indiscutables. Il y a, je ne sais pas combien, 350 pays dans le classement. On pourrait continuer. L'exception culturelle, les mécanismes d'aide au théâtre, au cinéma, aux livres, qui font qu'on a l'une des premières cinématographies du monde, l'une des éditions les plus vivantes, l'un des catalogues musicaux les plus forts du monde. Donc voilà, ça, c'est la France objective, pays de cocagne, si j'ose dire. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Comment voulez-vous me prendre au sérieux après ça? Donc ça, c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est pas moi, hein, j'ai découvert ça avec vous, hein, c'est ce qu'ils appellent le deepfake. Donc, je reviens à mon propos sérieux. Il y a un écart incroyable entre, disons, la météo sociale réelle et la météo sociale ressentie par la population. Dans un bouquin, j'avais dit, on a la richesse du Danemark et le bonheur du Mexique. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation, on ne pourra pas avancer. Et ma thèse, c'est que comme on ne l'a pas compris depuis une vingtaine d'années, ou pas suffisamment, on s'enfonce dans cette ornière. Je voudrais préciser la raison pour laquelle moi, je m'intéresse à ça. Parce que je vous dis, je suis chef d'entreprise, donc je pourrais ne pas m'intéresser à ça. Je m'y intéresse en tant que fils et je m'y intéresse en tant que père. Je m'y intéresse en tant que fils parce que la famille de mon père est né en Allemagne et sa famille a voulu quitter l'Allemagne en 1938 pour échapper aux persécutions des nazis et tous les pays du monde leur ont fermé la porte, tous sauf un, la France. Et une fois qu'il a été accueilli en France avec ses parents, quand la France a été occupée et qu'il était à nouveau en danger, des mains françaises charitables se sont tendues pour l'aider et pour le sauver. Et donc moi, dans ma famille, mes parents m'ont transmis une dette que j'ai moi-même transmise à mes enfants, une dette imprescriptible à l'égard de la France, un amour pour ce pays très puissant. Quand par exemple je me promenais avec mon père, qui n'avait pas spécialement d'idée politique, mais quand on marchait dans un village et que par hasard on passait devant un monument aux morts, il fallait qu'on s'arrête un instant et qu'on se recueille. Donc j'ai cet amour en moi de la patrie, et l'idée de l'avoir se déchirer, se défaire, alors que par ailleurs je vois l'ensemble des qualités qu'elle a, me fend le cœur. Mais par ailleurs je suis père d'une famille nombreuse, et je me dis que c'est notre responsabilité de léguer à nos enfants un pays qui ne soit pas dans l'état dans lequel il s'enfonce depuis quelques années. Ça a guidé beaucoup des choix de mon existence. J'ai à un moment donné voulu être haut fonctionnaire. Je l'ai d'ailleurs été dans l'espoir d'agir pour transformer le pays. Et puis une série de circonstances m'ont finalement éloigné de ça. La circonstance principale, je vous la raconte parce qu'elle est anecdotique, mais je travaillais au cabinet de Pierre Bérégovoy, qui était ministre de l'économie, puis Premier ministre, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, il s'est suicidé, et pour moi ça a été un choc assez fort. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ailleurs, et donc j'ai travaillé en entreprise. Mais travaillant en entreprise, j'ai continué de réfléchir à la situation de mon pays, et donc j'ai essayé de contribuer au débat public par des articles ou par des livres, ou comme je le fais ce soir, en essayant d'exposer une thèse dont j'espère qu'elle va, sinon vous convaincre, au moins susciter en vous des réflexions. Donc, je reviens à ma question centrale. Pourquoi est-ce que nous sommes malheureux, alors que nous aurions tant de raisons d'être heureux? Pourquoi est-ce que nous sommes malheureux?
il y a des gens qui disent, mais il y a plein de causes, et c'est vrai, il y a sans doute plein de causes, c'est multifactoriel, comme on dit. Mais je crois cependant qu'il y a un facteur, un levier, une chose qu'on pourrait principalement, sur laquelle on pourrait agir et sur laquelle on n'agit pas assez, peut-être parce qu'on n'ose pas dire clairement les choses telles qu'elles sont. Quand je dis ça, entendez-moi bien, je ne tiens pas un discours révolutionnaire. Pas du tout. J'ai été très amoureux de la Révolution quand j'étais jeune homme. J'étais engagé dans des mouvements d'extrême gauche. J'en suis revenu complètement. Je sais que la Révolution produit beaucoup plus de dégâts qu'elle ne répare d'injustice. Et je ne crois pas non plus qu'il y ait une cause du type bouc émissaire. C'est-à-dire, je ne crois pas non plus que si on se met à supprimer les très riches ou si on se met à virer tous les immigrés, on aura résolu le problème français. Je pense que ce sont des rêves, ou plutôt des cauchemars, qui n'aboutiront à rien. Moi, je pense, donc je ne crois pas du tout à la révolution, je ne crois pas qu'il faut tout mettre cul par-dessus tête. Je suis très attaché à la société dans laquelle nous vivons, à la démocratie libérale, la société de liberté dans laquelle on est, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je suis très attaché à l'économie de marché, d'entreprises privées, comme elle est chez nous, corrigée par des mécanismes de redistribution, disons l'économie sociale de marché, qui est à la fois productrice de richesse, mais qui est juste. Bref, je suis passionnément raisonnable. Je ne suis pas du tout... je ne rêve pas du grand soir, et je pense que le grand soir serait une erreur. Mais, une fois que j'ai dit ça, je pense tout de même qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir de manière progressive, réformiste, et qui pourrait changer assez radicalement notre situation, radicalement au sens où on passerait de l'état de malheur dans lequel on est à une plus grande conscience des bienfaits qui sont ceux de notre société. Je reviens donc à ma question. Vous voyez que je ménage mon suspense. Pourquoi est-ce que nous sommes malheureux ? On pourrait dire, à chaque fois que je vais vous dire pourquoi on est malheureux, je fais une digression qui fait que je m'éloigne de mon sujet, mais c'est pour arriver à vous tenir en haleine. Peut-être que je vais réussir à vous endormir, en fait. Il y a un truc qu'on appelle l'effet de Tocqueville. Tocqueville, c'est cet écrivain du milieu du 19e siècle, qui est un génie. Un génie. Il a analysé l'évolution de la démocratie aux États-Unis, de la jeune démocratie américaine. Il a analysé la situation en France. Il a fait des observations qui, même aujourd'hui, décrivent ce qu'est la France. Et parmi les dizaines d'observations justes, il a dit, voilà, quand un pays progresse, l'écart qui le sépare d'une situation idéale, même s'il est beaucoup plus petit qu'avant, lui est beaucoup plus insupportable qu'avant. Je vais être plus clair. En France, on a 11% de pauvres. En Inde, c'est probablement 5, 6, 7 fois plus que ça. Mais pourtant, la pauvreté est beaucoup plus insupportable chez nous qu'elle ne l'est en Inde. Ou bien, pour le dire autrement, en 1900, les 10% des foyers les plus riches en France recevaient 60% du revenu national. Aujourd'hui, ils n'en reçoivent que 30%, c'est-à-dire la moitié. Et pourtant, nous, on a le sentiment que les inégalités sont beaucoup plus fortes aujourd'hui que le sentiment qu'en avaient nos arrières ou nos grands-parents. Donc ça, c'est l'effet Tocqueville. Pourquoi est-ce qu'on est malheureux ? En fait, c'est parce qu'on a beaucoup progressé. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. C'est parce qu'on est l'une des sociétés les plus riches du monde. C'est parce qu'on est l'une des sociétés les plus protégées. Et parce qu'on est l'une des sociétés les plus protégées, on supporte beaucoup moins les petits écarts qui nous restent encore à franchir. C'est une raison. Je ne dis pas qu'il faut ignorer cet élément, mais je crois qu'elle ne suffit pas à expliquer pourquoi nous en sommes là. Moi, je crois fondamentalement que nous avons une forme de désespérance au sens propre du terme. Nos espérances se sont réduites. Nous pensions que nous allions pouvoir progresser encore et on ressent intuitivement que non, on ne progresse pas et même que d'une certaine manière, on régresse. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Pourquoi est-ce que nous sommes désespérés ? Pourquoi est-ce que notre espérance s'est réduite ? Normalement, il y avait une chanson à ce moment-là.
voir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. C'est pas très facile pour moi de voir ça, hein, je vous le dis. Surtout cette voix étrange qu'ils m'ont donnée. Bon, enfin, bon, bref. Donc, je disais, pourquoi est-ce qu'on est désespéré? Pourquoi est-ce qu'on a perdu nos espérances? On pourrait trouver 1000 raisons. Il y a une guerre qui est à quelques encablures de nous, au cœur du continent européen. On nous promet l'apocalypse climatique. On a connu le terrorisme. On a bien des raisons d'être désespérés. En même temps, tous ces facteurs-là, d'autres pays les connaissent. Par exemple, l'Allemagne est confrontée à la même chose, et pourtant l'Allemagne ne réagit pas comme nous. Je vais pas mal nous comparer avec l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on est les deux grandes nations européennes en dehors du Royaume-Uni, mais qui a un destin un peu particulier. On est voisins. Alors bien sûr, ce n'est pas des mêmes pays, on a des cultures différentes, mais on est tout près l'un de l'autre. On se ressemble à bien des égards. Et pourtant, vous allez voir que notre performance... Et les Allemands sont beaucoup plus heureux que nous. Pourquoi? Donc, si c'était les facteurs que j'avais évoqués, l'Ukraine, etc., ils ont les mêmes. Et même, ils sont plus exposés que nous. Et pourtant, ça ne les affecte pas. Donc, si j'essaie de regarder les statistiques, les chiffres, il y a une chose qui saute aux yeux. Et qui, à partir de laquelle il faut qu'on creuse, qu'on réfléchisse, c'est que notre richesse par habitant a baissé si on la compare à l'Allemagne au cours des dernières années. Ce n'est pas que notre richesse a diminué. On a continué d'avoir de la croissance. On est plus riche maintenant qu'on l'était il y a 10 ans. Mais si on rapporte cette richesse à nos habitants, au nombre de nos habitants, et qu'on se compare à l'Allemagne, on a régressé. En 1980, notre richesse par tête, notre PIB par tête, comme on dit, était à peu près le même que celui de l'Allemagne, c'était il y a 40 ans. Était à peu près le même que celui de l'Allemagne, et il était un tout petit peu en dessous des États-Unis, 10%. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Donc ça, c'était en 80. En 80, on avait la même richesse par habitant que l'Allemagne, et on était très légèrement en dessous des États-Unis. 40 ans après, nous sommes 20% en dessous de l'Allemagne, 20%, et 40% en dessous des États-Unis. Ça veut dire que pendant que notre croissance de richesse était comme ça, la croissance de l'Allemagne était comme ça, et la croissance des États-Unis était comme ça. Et ça, c'est objectif. C'est pas un effet Tocqueville, c'est pas psychologique, c'est nous. Oui, on a connu un appauvrissement relatif, un déclassement relatif. C'est pas un appauvrissement absolu, c'est un appauvrissement relatif. En 1980, nous étions au championnat du monde de la richesse par habitant, nous étions les 11e. On était le 11e pays du monde. Et aujourd'hui, nous sommes les 26e. Nous avons dégringolé de 15 places en 40 ans. Voilà. Ça, c'est un fait objectif. Donc la question qui vient après, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que notre richesse par habitant s'est affaiblie par rapport à ce qui se passe chez nos voisins, qui sont pourtant si semblables à nous? Je ne vais pas vous faire un cours d'économie parce que Daniel m'arracherait les quelques cheveux qui me restent. Mais enfin, je vais quand même vous faire un cours d'économie. Non, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais je vais essayer de vous illustrer. En fait, il y a 3 facteurs qui sont essentiels pour que la richesse se développe. Le capital, le travail et l'innovation technique. Admettons que j'ai une boulangerie et je veux que cette boulangerie produise plus de pain pour que j'en vende davantage et que je sois plus riche. Je peux acheter un four plus grand. Ça, c'est du capital. Je peux augmenter le nombre des salariés qui travaillent dans ce four plus grand, plus de mitrons. Ça, c'est le travail. Et puis, 3e point, si je veux encore faire mieux, je peux acheter un four qui va plus vite. Donc, dans une même journée, je vais cuire beaucoup plus de pain. Ou bien, je peux former mieux
mais Mitron pour qu'il soit plus efficace au travail. Ça, c'est les gains de productivité. Donc pour qu'un pays s'enrichisse, croisse, il faut qu'il investisse, il faut qu'il ait du travail, et il faut qu'il y ait des gains de productivité, il faut qu'il y ait des progrès techniques. Alors qu'est-ce qui s'est passé en France? C'est pas le capital. Quand on regarde tous les chiffres, c'est pas que le capital soit bien traité, mais on a du capital, on a investi, on n'est pas moins investi que les Allemands. Est-ce que le troisième facteur, la productivité, est au rendez-vous? Non. Non. Contrairement à tout ce qu'on entend, non. Oui, parce qu'on entend souvent, ah, mais la France, elle fait les 35 heures, mais elle est la plus productive, nos travailleurs sont les plus productifs du monde. D'abord, je ne parle pas des travailleurs, ce n'est pas les travailleurs, c'est la France. Est-ce qu'elle est productive? Elle est beaucoup moins productive qu'on ne le dit. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais dans la façon dont on analyse la productivité, on oublie qu'une partie de notre main-d'œuvre est au chômage, et notamment cette partie qui est une partie de travailleurs non qualifiés qui ont une faible productivité. Donc si on ramène ça dans l'analyse, on voit qu'on est très inférieur au niveau de productivité qu'on prétend avoir. Et par ailleurs, cette productivité a baissé. Donc ça, c'est un premier facteur. Oui, en effet, au cours des dernières décennies, la productivité française s'est affaiblie. Quand on a dit ça, on a fait une partie du chemin. Pas la plus importante à mes yeux. La plus importante, je vais y venir maintenant, et c'est le cœur de mon analyse. Il n'y a pas une musique, Daniel? Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. A good time. Don't stop me yes, now. A good time. I don't wanna stop at all. Il dit « Don't stop now », donc Daniel veut que je continue mon explication. J'espère que vous aussi. Donc je disais, c'est pas le capital, la productivité, oui, c'est un sujet, mais en fait le vrai sujet, c'est pas le vrai sujet, mais c'est celui dont on parle le moins. Attention, ça va piquer. Je prends des risques, je me mets en danger. Vous êtes bien accrochés. Le sujet, c'est que nous ne travaillons pas assez. Nous ne travaillons pas assez. Tu es fou, va me dire Daniel. Tu veux que mon théâtre se fasse incendier. Tu n'as pas vu tous ces gens qui défilaient il n'y a pas si longtemps dans la rue pour dire que non, ils étaient hostiles à ce qu'on relève l'âge du départ à la retraite. Et pourtant, c'est vrai. Mais quand je dis nous ne travaillons pas assez, ce n'est pas vous, moi, Daniel, les techniciens, ceux qui travaillent. Ce n'est pas ça, c'est la France. Collectivement, la France ne travaille pas assez. Donc ce n'est pas du tout une attaque contre les travailleurs. Je sais que les travailleurs travaillent. C'est que nous, collectivement, comme nation, on ne travaille pas assez. Et le fait qu'on ait tellement mal réagi à la réforme des retraites, qui était par ailleurs très mal gaulée, le fait qu'on ait si mal réagi à cette réforme des retraites est un symptôme du sujet qu'on a. Je vais y revenir tout à l'heure, du rapport qu'on a avec le travail. On a un problème désormais, nous les Français, avec le travail. Nous sommes le pays occidental qui travaille le moins. Je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis, ça me fait mal au coccyx. Ah, je suis très mal. Si je rapporte, et vous allez voir que ce que je dis, j'espère vous démontrer que ce que je dis n'est pas du tout réactionnaire. Si je rapporte toutes les heures travaillées par les Français au nombre d'habitants, nous travaillons 630 heures par an. Les Allemands travaillent 722 heures. Les États-Unis travaillent 826 heures. Si je fais une règle de 3 absurde, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, mais si je fais une règle de 3 absurde, si on avait le nombre d'heures par habitant que travaillent les Allemands, on aurait 400 milliards de richesse nationale en plus. 400 milliards, c'est énorme. 400 milliards, compte tenu de nos impôts, vous imaginez, d'abord 400 milliards, vous imaginez le pouvoir d'achat qu'on distribuerait aux salariés, puisqu'on a un énorme problème en France de pouvoir d'achat. Vous imaginez les recettes fiscales dont on disposerait pour faire mieux marcher nos services publics. Donc,
ne retenez pas ce chiffre parce qu'il est faux en vérité, parce qu'on ne peut pas appliquer mécaniquement ça, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc la question immédiatement après, c'est pourquoi est-ce que nous travaillons moins que les autres? On se dit, la première raison, c'est parce qu'on a une durée hebdomadaire ou annuelle du travail inférieure. Non. Un peu, mais ce n'est pas le sujet principal. Nous, on travaille 1590 heures de durée effective du travail par an, et les Allemands travaillent 1610 heures. Donc c'est très peu, c'est pas tellement plus que nous. Ils ne travaillent pas comme nous, ce qui est un problème, j'en dirai un mot tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, nos travailleurs à temps complet travaillent moins que les Allemands, mais nos travailleurs à temps partiel travaillent plus que les travailleurs à temps partiel allemands. Simplement, nous avons moins de travailleurs à temps partiel que eux. J'espère que je ne vous ai pas perdus. Mais globalement, une fois qu'on a dit tout ça, eux, ils accèdent plus de petits jobs que nous. Mais globalement, si on fait la somme de tout ça, on ne travaille pas tellement moins qu'eux sur la durée. Un peu, mais pas moins qu'eux. En fait, ce n'est pas ça qui est la cause du problème français. C'est le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes en âge de travailler entre 15 et 64 ans et qui travaillent. Et ne croyez pas que c'est le chômage. Je vais vous en dire un mot. Le chômage joue un rôle secondaire dans ce sujet. Donc, nous, on a... les Allemands ont un taux d'emploi de 76%. C'est-à-dire sur 100 personnes qui ont entre 15 et 64 ans, il y en a 76 qui travaillent. Nous, on a un taux d'emploi de 65%. Sur 100 personnes qui ont entre 15 et 64 ans, il y en a 65 qui travaillent. On a 10 points de moins que les Allemands. On a 29 millions de gens qui ont entre 15 et 64 ans et on en a 19 qui travaillent. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 3 millions de travailleurs employés en plus. Et je reprends mes petits calculs, mes règles de 3 idiotes que vous ne retenez pas, mais qui donnent un ordre de grandeur. Si on avait ça, on aurait 350 milliards d'euros de richesse nationale en plus. Donc, je reprends mon raisonnement pour ne pas vous perdre en route. Pourquoi on est malheureux? Parce qu'on a une richesse par habitant qui progresse moins qu'elle n'a progressé autrefois et moins que nos voisins. Et pourquoi cette richesse progresse moins? Parce que notre productivité s'est affaiblie, mais aussi parce qu'on travaille moins. Pas chacun de nous individuellement, mais collectivement. On travaille moins, principalement parce qu'on a moins de personnes employées alors qu'elles sont en âge de travailler. Donc pourquoi a-t-on moins de personnes occupées que les Allemands? Où est le sujet? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Premier point, on rentre plus tard que les Allemands sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'apprentissage, ou pas assez. En Allemagne, vous faites vos études, mais vous travaillez, donc vous participez à l'effort de production collectif. Chez nous, c'est beaucoup moins important qu'en Allemagne, et l'écart entre le taux d'activité des jeunes en Allemagne et chez nous est de 17 points. Donc on rentre plus tard sur le marché du travail. Deuxième point, c'est tout le débat qu'on a eu sur la retraite, on part trop tôt du marché du travail. Notre retraite est trop précoce. Je dis tout de suite que le système qui nous a été proposé, pour moi, n'était pas le bon, parce qu'il mettait tout le monde sous la toise, alors qu'on aurait dû essayer de trouver un mécanisme qui permettait aux gens de partir en fonction, enfin, de manière plus différenciée, plus individualisée. Mais je laisse ça de côté. De fait, on a un taux d'emploi pour les personnes, les seniors, qui est de 20 points inférieur à celui de l'Allemagne. C'est énorme. Et puis, dernier sujet, on a un taux d'activité féminine qui est plus faible que l'Allemagne. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en Allemagne, le temps partiel, le développement du temps partiel a principalement été utilisé par les femmes. C'est chez les femmes qu'il y a un taux de temps partiel plus élevé. Donc en Allemagne, les femmes concilient leur vie professionnelle et leur vie personnelle à travers le temps partiel. Je ne dis pas que c'est un modèle, il y a peut-être d'autres systèmes en France. Mais en tout cas, ça c'est le constat. Et enfin, dernier sujet, on a plus de chômage que l'Allemagne, mais pas tellement plus maintenant. On a 2 points d'écart avec le taux de chômage allemand, donc ça explique peut-être 1/6 de notre sujet. Vous voyez que ce n'est pas le problème principal. Hein. Donc, tout ce que je dis est clair ou pas du tout? Je recommence pour être sûr qu'on se les ait bien compris. Donc pour moi, la raison principale du malheur français,
c'est que nous ne produisons pas assez de richesses par habitant. C'est aussi simple que ça. On se déclasse. La raison pour laquelle on ne produit pas assez de richesses par habitant, richesses qui nous permettraient d'avoir une situation beaucoup plus favorable, je ne prends pas les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, 300 milliards, 400 milliards, je prends un chiffre minimum. Les économistes pensent que si on améliorait notre productivité, notre taux d'emploi, etc., on pourrait avoir une richesse nationale supérieure de 200 milliards. Ça veut dire, compte tenu de notre taux d'impôt, que par exemple, on aurait 90 milliards de plus de recettes publiques. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on s'étripe parce qu'on n'a pas assez de policiers, parce que la justice fonctionne mal, parce qu'il n'y a pas assez de profs. Si on travaillait davantage collectivement, si on générait une richesse semblable à celle de l'Allemagne, on pourrait doubler le budget de l'éducation nationale. Pas ça qu'on ferait, on en mettrait ailleurs, mais c'est pour vous dire l'enjeu. Mais par ailleurs, on pourrait distribuer 100 milliards de salaires en plus dans la société française. Donc toute la question des salaires qui est si importante pour nous serait sans doute pas de la même nature et on ne serait pas aussi malheureux que nous le sommes. Donc, le problème principal, c'est qu'on ne produit pas assez de richesses. Ne produisant pas assez de richesses, on a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de revenus des services publics. Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'on a ce problème d'insuffisance de la production de richesses? Parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on a une productivité qui s'est affaiblie. Voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être le point qui me paraît le plus nocif, un cercle vicieux. Moins on travaille, moins on produit de richesse. Moins on produit de richesse, comme nos besoins ne s'affaiblissent pas, on a toujours besoin de policiers, besoin d'hôpitaux, besoin d'éducation, plus on est obligé d'augmenter les impôts. Parce qu'il faut bien se financer. Et plus on augmente les impôts, moins on va inciter à travailler. Je vais revenir à ça parce que c'est le point clé pour moi. J'avais écrit en 1993 un papier qui m'avait valu de me brouiller avec mon propre camp, la gauche, à laquelle j'appartiens toujours d'ailleurs. J'avais écrit une note qui s'appelait « La préférence française pour le chômage » à l'époque. J'avais expliqué que le fait qu'on écrasait de cotisations sociales les emplois faiblement qualifiés pesait sur l'emploi et pesait sur le chômage. À l'époque, tout le monde m'a engueulé et depuis, on a mis en œuvre ces politiques et ça a amélioré la situation. Je dis pas, c'est pas que j'étais un génie, hein, je n'avais fait que résumer ce que disaient plein d'autres gens. J'avais aucun mérite. Mais à l'époque, on ne l'entendait pas. Et ben moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a implicitement une préférence pour le loisir. On s'est brouillé avec le travail. Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, comment on peut faire autrement ? Parce que tout à l'heure, on a dit qu'au moment où on avait voulu baisser, enfin, allonger la durée de la retraite, on avait eu une énorme mobilisation. Et de fait, en France, on a beaucoup de mal à modifier les règles pour favoriser un emploi supérieur. Pourquoi ? Pourquoi ? On n'est pas feignant, on n'a pas un problème culturel ou psychologique, on a été une grande nation très travailleuse. Où est le problème ? Pour moi, ça tient à un phénomène tout simple, c'est que aujourd'hui, si vous versez 100 € de salaire supplémentaire à un salarié, il y en a 40 qui vont dans sa poche et il y en a 60 qui vont dans le système de redistribution fiscalo-sociale. Donc on a perdu l'incitation à travailler. Pourquoi voulez-vous travailler davantage si, au lieu que ça ne vous fasse gagner plus, la majorité de ce que vous allez gagner ne va pas dans votre poche. Il va dans votre poche indirectement, mais il n'y va pas directement. Et ça, c'est le fait nouveau de ces dernières années. La trajectoire de nos comptes publics, de nos impôts, de nos cotisations sociales fait que, désormais, quand vous travaillez, il y a plus d'argent qui part dans le système de redistribution fiscalo-sociale que dans votre poche. Et on est le seul pays qui est dans ce cas. L'Allemagne n'est pas dans ce cas-là. Et donc voilà pourquoi, à mon avis, il y a une désincitation à travailler. On n'a pas envie de se casser le tronc pour le roi de Prusse. Alors bien sûr, on nous explique, et ce n'est pas complètement faux, qu'on bénéficie indirectement de tout ça, mais ce n'est pas immédiat et ce n'est pas visible.
Et donc c'est ça le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Si on veut changer le système, c'est ça qu'il faut changer. Vous voyez que je m'approche maintenant, heureusement pour vous, de la fin de cette carte blanche, et je vais essayer de toucher du doigt les choses qu'on pourrait faire pour vous montrer qu'elles ne sont pas, elles sont pas impossibles. Donc comment est-ce qu'on peut faire autrement? Il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tous les jours, mon cœur bat chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le cœur est boulanger, Bon, on n'y est pas encore tout à fait, hein. Il y a de la joie. Donc, moi, je voterais volontiers pour quelqu'un qui dirait « je vais m'occuper de 3 choses seulement ». Pendant les années de mon gouvernement, je vais m'occuper, parce que le reste tient bien, je vais m'occuper de l'éducation, je vais m'occuper du travail et je vais m'occuper de l'innovation. Je vais m'occuper de l'éducation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un problème de productivité, c'est clairement lié aux difficultés de notre système scolaire. Quand on regarde les études internationales sur l'évolution de notre système scolaire, c'est catastrophique. Nous n'avons cessé de régresser en termes de performance. C'est incroyable. De performance académique, la compétence des élèves, et même de performance sociale. On est devenu l'un des systèmes le plus injustes socialement. L'école de Jules Ferry reproduit bien davantage les inégalités que d'autres pays. Tout simplement parce que quand l'école va mal, les enfants des classes favorisées qui ont à la maison un capital culturel s'en sortent. Mais les enfants des classes défavorisées, eux, ils n'ont que l'école. L'école, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc, quand la régression de notre système scolaire a affecté notre productivité, il a affecté aussi notre mobilité sociale, la capacité de progression sociale dans la société en France. Donc, et ce n'est pas impossible de réformer ce système scolaire, il suffit de regarder ce que font d'autres pays à côté, parce que maintenant on a cette analyse, on a une enquête internationale sur l'école, il suffit d'appliquer les techniques que d'autres ont appliqué, de faire du système éducatif la priorité des financements publics. L'Allemagne, en 2012, il y a eu une enquête, cette enquête s'appelle PISA. L'enquête PISA a révélé que l'Allemagne était dans une situation difficile du point de vue de l'école, et la France aussi. L'Allemagne a immédiatement réagi. Elle a fait cette question la question prioritaire, elle a transformé son système éducatif, elle a investi, elle l'a changé, et aujourd'hui, elle a vu ses résultats à nouveau progresser. La France a commencé par contester le baromètre, a dit que cette enquête était fausse, etc., etc., et on a continué de régresser. Donc première chose, changer le système éducatif. Deuxième chose, le travail. Compte tenu de tout ce que j'ai dit, la seule chose à faire, c'est de faire en sorte que les taxes et les cotisations qui pèsent sur le travail se réduisent. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que quand 100 € d'augmentation de salaire sont décidés, au moins 50 €, si ce n'est plus, vont dans la poche directe du salarié. Donc comme j'ai l'espoir d'être peut-être réinvité un jour, je ne rentre pas dans le détail. Sinon, vous allez m'évaluer négativement et plus jamais je ne reviendrai. Mais je pourrais vous renvoyer, si vous voulez, à tout un tas de travaux sur la question. Je ne suis pas du tout pour la régression, pour la fin de l'État-providence, pour la perte de la protection sociale, pas du tout. Mais je pense qu'il faut qu'on modifie nos règles de financement et peut-être aussi nos règles nos choix pour permettre d'alléger, d'abaisser le poids des cotisations et des impôts sur les revenus du travail. C'est fondamental, il faut qu'on refasse du travail une valeur positive pour notre pays. C'est la seule condition pour que nous produisions plus de richesses. Et la dernière chose, c'est, par exemple pour le travail, la réforme des retraites. On ne l'a pas assez dit, me semble-t-il, mais nous avons avec l'Allemagne un écart de 2 points de PIB, je crois. On consacre 3 points de PIB même. On consacre 14% de notre PIB aux retraites, alors que l'Allemagne, qui est pourtant plus âgée que nous,
consacre 11 ou 12%, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 points. 2 ou 3 points de PIB, c'est 2 points, c'est 60 milliards, 3 points, c'est 90 milliards. Donc c'est énorme. Le fait de faire une réforme des retraites, ça a notamment l'avantage de nous faire un gain, des économies sur des dépenses de retraite qui sont sans doute mieux employées, par exemple, dans la réforme du système éducatif ou dans la baisse des cotisations sur les salariés. Troisième point, donc premier point l'éducation, deuxième point le travail, troisième point l'innovation. Ça, c'est la productivité. On a été un grand pays d'innovation, on doit continuer d'être un grand pays d'innovation, il faut qu'on investisse dans la recherche et le développement. Je vous donne, c'est très bon pour la croissance, mais c'est très bon notamment pour un autre sujet qui est le risque climatique. C'est vrai qu'on a un problème de réchauffement climatique, mais moi je ne crois pas qu'on arrivera à traiter cette question en arrêtant de se faire couler des bains et en arrêtant de prendre l'avion. On réglera cette question comme l'humanité, en tout cas des 100 dernières années, a réglé tous les défis auxquels elle a été confrontée, par exemple la sous-alimentation, par le progrès technique, par la technologie. Encore faut-il qu'on soit innovant, et donc il faut qu'on investisse dans l'innovation. Voilà. J'espère que vous ne vous êtes pas trop embêtés, pas trop rasés, en écoutant cette carte blanche. Parfois, parce que là-dessus, je participe à des émissions de télé. D'ailleurs, en général, quand je participe à une émission de télé, je me fais conspuer. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, je me fais assassiner. Mais c'est pas grave. Donc parfois, j'ai un peu l'impression de clamer dans le désert. Et parfois aussi, je rêve d'un sursaut. Là, en ce moment, on est battu à plat de couture par l'Allemagne. Quand on se compare avec l'Allemagne, c'est assez tragique. On est battu à plat de couture par elle. Et chaque fois que ça nous est arrivé dans notre histoire, il y a un moment donné où on s'est réveillé. Et quand on s'est réveillé, ça s'est très très bien passé ensuite. Par exemple, après la défaite de 1870, ça a été la belle époque. Pendant 20 ans, on a été glorieux, parce qu'on avait tiré les leçons de ce qui s'était passé. Après la défaite de 1945, tragique, ça a été les 30 glorieuses. On s'est reconstruit. Donc je me dis que quand on va prendre conscience de l'écart qui nous sépare avec l'Allemagne, qu'on en aura assez d'être battu à plat de couture et qu'on va se réveiller, eh ben, on va agir, agir pour l'éducation, agir pour le travail, agir pour l'innovation, et c'est tout ce qu'on attend pour être heureux. Merci à vous. Qu'on attend pour être heureux, qu'on attend pour être heureux, qu'on attend pour faire la fête. Il y a des noisettes, un peu masseuses, il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus, les papillons s'en vont.